sur France Inter. Le directeur du journal Le Monde est votre invité, Léa Salamé. Bonjour Jérôme Fenoglio. Bonjour. Sale temps dans le ciel des très riches du monde entier. Panama Papers, c'est le nom de code de l'enquête impressionnante que sort en France le journal Le Monde. Des révélations sidérantes d'abord par leur ampleur. Ah oui, c'est gigantesque. C'est un peu comme si l'investigation basculait tout d'un coup dans le big data, avec un nombre de données absolument incroyable. C'est 1000 fois plus que ce qu'on avait pu récupérer à l'époque de Julian Assange et de Wikileaks. On a pu mettre la main avec cet énorme leak sur plus de 7 millions, même de 12,5 millions de données, de documents de tout type. Ça peut être des mails, ça peut être des immatriculations de sociétés. Tout ça nous vient d'une société panaméenne qui s'appelle Mossack Fonseca et dont le travail est d'immatriculer, de domicilier les personnes qui veulent créer des sociétés offshore, mais d'assurer tout le service, c'est-à-dire également de créer toutes les conditions de l'opacité de ce système, de cacher les gens. Des millions de données bancaires, de numéros de compte, de mails. C'est une enquête qui porte sur 40 ans, de 1976 à 2016. C'est immense. Vous avez tout. Vous, Le Monde et une centaine de journaux internationaux. Mais à l'origine, qui a eu l'info ? Alors, c'est un lanceur d'alerte dont nous ne connaissons pas, nous respectons le secret des sources. C'est un lanceur d'alerte qui a contacté le journal allemand, la Süddeutsche Zeitung, et qui lui a proposé cet énorme lot de données. Il ne l'a pas fait par goût de l'argent, ce n'est pas mercantile comme démarche, il l'a fait pour donner l'alerte. Et nous avons pu vérifier avec la Süddeutsche Zeitung, puis avec l'ICIG, le consortium de journalistes internationaux qui mène cette opération, nous avons pu vérifier que ces données étaient absolument authentiques. Aujourd'hui, d'ailleurs, Mossack Fonseca ne le dément pas. Mossack Fonseca reconnaît que ce sont des données absolument authentiques. Vous lui avez parlé, vous, au lanceur d'alerte, ou vous ne savez pas qui c'est ? Non, on se fait confiance, on respecte le secret des sources de nos confrères, et donc il n'y a que la Süddeutsche Zeitung qui a eu affaire à lui. Alors, avant de sortir les noms, d'abord sur un niveau plus large, quels enseignements on peut tirer de cette enquête-là ? D'abord, ce qui est hallucinant, c'est qu'on voit bien que malgré les lois sur la transparence, malgré la collaboration de plusieurs pays d'ex-paradis fiscaux, eh bien, ça reste toujours très facile, quand on est très très riche, de planquer son argent. Ah oui, ça reste d'une facilité biblique. Il suffit de faire appel à Mossack Fonseca qui assure tous les services. On a interrogé un opposant là-bas au Panama qui dit assez simple, pour le blanchiment, Mossack Fonseca fait tout. Ils lavent, ils blanchissent, ils sèchent, ils repassent, ils font absolument tout. Il suffit de s'adresser à eux. Et Mossack Fonseca, ce qui est fascinant, c'est qu'ils savent à chaque moment des dernières années où domicilier le plus facilement possible les comptes offshore, dans quel paradis fiscal c'est le plus simple, dans quel paradis fiscal on va échapper aux sanctions qui ont pu être mises en place à certains moments. Donc ils s'adaptent. Ce qu'on voit, effectivement, ils s'adaptent. C'est-à-dire quand ça marche plus aux îles Vierges, on va aux Seychelles. Quand ça marche plus aux Seychelles, on va au Panama. Il y a une géographie mouvante. C'est vraiment la face sombre de la globalisation. Voilà, exactement. C'est le revers de la mondialisation, c'est-à-dire qu'à tout moment, selon les sanctions qui sont prises, on sait dans quel pays aller. Ça passe des îles Vierges aux Seychelles. Effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt le Panama et Dubaï. On s'adapte aux réglementations. Et ce qui fait dire aujourd'hui qu'il faut impérativement ne laisser aucune zone sombre, aucune zone noire. Et le Panama est la pire des zones noires actuellement. Vous dites qu'il y a toutes sortes d'argent, du noir, du gris, du blanc, du légal, du pas légal, du blanchiment, de la corruption, de l'argent des dictateurs. Il y a toutes sortes d'argent qu'on trouve dans ce pays-là. Tout est mélangé. Il peut y avoir effectivement du offshore légal pour financer des grands projets de développement internationaux. Il peut y avoir le produit de la fraude fiscale. Il peut y avoir le produit du vol des peuples par des despotes, des dictateurs. Et on en citera plusieurs exemples. Il peut y avoir évidemment le produit de la fraude fiscale. C'est une des grosses ressources de Mossack Fonseca. Alors les noms, Jérôme Fenoglio, les noms. Vous allez feuilletonner les noms, sortir les noms au fur et à mesure. Il y en a déjà qui sont sortis hier soir, d'autres ce matin vont sortir tout au long de la semaine. On va commencer d'abord, premier nom sorti avant de parler des chefs d'État. Le monde du football est éclaboussé. Lionel Messi, la superstar du Barça, mais aussi Michel Platini et l'ex numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valls. De quoi sont-ils soupçonnés ? Ils sont soupçonnés chacun d'avoir ouvert des comptes grâce à l'entremise de Mossack Fonseca. L'un, en l'occurrence Jérôme Valls, pour acheter un bateau. L'autre, Michel Platini, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a ouvert un compte pendant plusieurs années chez Mossack Fonseca. Et quant à Lionel Messi, attendez, on ne sait connu. pas, Platini, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on sort son nom en pâture, mais on ne sait pas, parce qu'on voit son nom sur le listing, on ne sait pas de quoi il s'agit. On ne sait pas par rapport à Jérôme Valls, dont on sait que ça a servi à financer un yacht et qu'il le reconnaît. Michel Platini n'a pas souhaité nous répondre. Il nous dit que le fisc suisse, il est résident suisse, est au courant, donc il n'a pas souhaité répondre à nos questions, donc on ne connaît pas le but dans lequel ce compte a été ouvert. Lionel Messi. Et Lionel Messi, alors ça, on sait en revanche qu'il est en délicatesse avec le fisc, notamment espagnol, depuis pas mal d'années. Il est apparu que, en fait, il avait ouvert ce compte dans offshore à partir du moment où le fisc espagnol commençait à lui demander de l'argent, une somme très précise. Donc on peut penser
on peut penser seulement, ce sont des soupçons, qu'il y a eu un mouvement de va-et-vient, de protection d'un certain nombre d'avoirs qu'il a pu avoir. On a cherché ces noms du football, pas pour forcément stigmatiser les footballeurs, mais c'est simplement que dans cette base de recherche, elle est tellement énorme, on a aussi cherché les noms qui pouvaient correspondre à des milieux où on sait qu'il existe de la corruption. Malheureusement, aujourd'hui, on le sait avec l'affaire de la FIFA, le football est concerné par la corruption. Donc tout naturellement, nous avons entré ces noms et nous avons obtenu des résultats. C'est ce que vous nous avez expliqué en coulisses. Vous nous avez dit on a tapé toute une sorte de noms. C'est-à-dire que plein de gens, vous avez tapé les noms. Est-ce que le nom existe ou pas? Votre nom a été tapé. Mon nom a été tapé, bien entendu. Le nom de vos actionnaires du monde. Le nom de nos actionnaires a été tapé. Nous avons tapé beaucoup de noms. Et parfois, nous avons eu des réponses. C'est comme ça qu'on cherche dans une base de données aussi large. 1000 noms de Français vont sortir, comme le milliardaire Patrick Drahi, Patrick Balkany également sont cités. Des personnalités comme Pedro Almodovar. 12 chefs d'État dont 6 sont en exercice. Oui. Le Premier ministre islandais qui risque de démissionner les prochaines heures tellement l'onde de choc est immense. Et puis Vladimir Poutine. Poutine est-il impliqué directement dans cette affaire-là ? De combien d'argent s'agit-il? Est-ce que c'est des prête-noms? Comment ça se passe là? Alors ça porte sur plusieurs milliards, 2 milliards au minimum. Il n'est pas impliqué absolument directement, mais ce sont des tellement proches de lui, notamment c'est son ami d'enfance, son meilleur ami, Monsieur Roldulgin, qui lui a ouvert plus de 7 sociétés offshore. C'était un ami musicien, c'était à l'époque où il était à Saint-Pétersbourg. Il a ouvert 7 sociétés offshore. Il a dit pendant longtemps qu'il n'était pas très riche, Monsieur Roldulgin, et puis on s'est rendu compte que sa fortune est en fait immense, entièrement cachée dans des paradis fiscaux. Et tout ça est le produit de la... En quoi, si c'est son meilleur ami, lui est impliqué ? En fait, on se rend compte que M. Roldulgin a profité d'un certain nombre de ventes, de reventes d'entreprises d'État qui ont arrosé en quelque sorte la plupart des proches de M. Poutine. Donc M. Poutine est d'une manière ou d'une autre concerné par ces ventes, ces reventes et par l'enrichissement de ses amis personnels. Ce matin, Jérôme Fenoglio, vous nous révélez en exclusivité le nom d'un autre chef d'État impliqué dans le Panama Papers. Il s'agit de Bachar el-Assad. De quoi s'agit-il précisément? Alors en fait, on se rend compte que on le sait depuis longtemps, l'économie syrienne est mise en coupe réglée depuis longtemps par le régime Assad. Et on se rend compte que le grand argentier, qui est aussi un cousin de Bachar el-Assad, qui s'appelle Armin Marlouf, en fait, a ouvert des comptes avec Mossack Fonseca, des comptes offshore, et qu'il a donc protégé une immense fortune là-bas sur place. Il l'a fait alors qu'il était visé par des sanctions américaines. Mossack Fonseca, il ne voulait même pas tenir compte des sanctions américaines. D'autres entreprises syriennes ont elles aussi, depuis, pour contourner les sanctions internationales, ouvert des comptes chez Mossack Fonseca. Le député Les Républicains ce matin, Thierry Mariani, s'interroge pourquoi il n'y a pas d'Américains dans les premiers noms de liste cités. Ça se passe au Panama, il n'y aurait aucun Américain cité, bizarre, dit-il. Alors il va peut-être y avoir des noms d'Américains qui vont sortir. Attention, ça n'est pas un tableau exhaustif de ce qu'est aujourd'hui la fraude fiscale et de ce que sont aujourd'hui les paradis fiscaux, loin de là. Il peut y avoir d'autres sociétés d'immatriculation. Les Américains vont peut-être passer par d'autres sociétés. Alors on verra s'il y a des noms d'Américains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, Le Monde révèle le nom d'un grand parti politique français, dont on ne donnera pas le nom. Grand parti national français. Absolument. Vous révélez le nom. Merci à vous, Jérôme Fenoglio, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Parti national, un parti national. Merci Léa Salamé, il est 8h moins 3. Le 7-9 sur France Inter. Charline Vanhoenacker, l'Arabie Saoudite souffre d'une mauvaise image auprès des Français. La pétromonarchie a donc engagé 2 boîtes de communication parisiennes pour redorer son blason. En Arabie Saoudite, puisqu'ils ont du pétrole, ils ne se foulent pas pour les idées. Non. Donc ils viennent les chercher en France auprès de plusieurs agences de communication, dont Image 7. C'est la boîte qui s'occupe de l'image des patrons du CAC 40. C'est dire s'ils sont efficaces. Alors que moi, mon petit niveau, j'ai des idées. On pourrait faire comme pour la loi travail et ouvrir un compte Twitter Image Arabie Saoudite. Un petit peu de pédagogie ne sera pas de trop pour expliquer le concept de la décapitation au sabre. D'ailleurs, ne disons plus décapitation, mais procéder à une coupe relative au domaine de la justice. Quant à redorer l'image de la pendaison des opposants, en France, tout passe mieux avec une citation littéraire. Je propose aux Saoudiens d'évoquer Lamartine. Autant suspends ton homme. Et vous, heure propice, suspendez votre cours du baril de brut. Voilà. Pour redorer l'image de l'Arabie Saoudite en France, on pourrait faire poser le prince héritier en marinière à Bixer à la main. Vu qu'il a déjà l'essuie-vaisselle sur la tête, une partie du boulot est déjà faite. Pour être plus populaire que le Qatar, les Saoudiens pourraient racheter le FC Gognon et faire jouer Zlatan. Bah oui, on part de loin avec un pays qui pratique les exécutions publiques. Voilà pourquoi des communicants français vont aider les dirigeants saoudiens à avoir meilleure presse
Et avec les Panama Papers, ça va pas de coton. Un bel exemple de collaboration, donc. Collaboration qui ouvre des perspectives. Le coup d'après, on pourra demander à l'Aïol de fournir des lames. Et au magasin Nature et Découverte, des cordes en chanvre 100% bio. Si, parce que quand c'est du Made in France, ça passe mieux dans l'opinion. Regardez les rafales qu'on leur a vendues. Et oui, un prince saoudien, c'est comme un sapin de Noël. Si on voit des cadeaux à ses pieds, on va être tenté de le décorer. Alors avec un petit peu d'imagination, les pubards de la politique trouveront la formule pour dire que non, les opposants ne sont pas maltraités. D'ailleurs, le 1er janvier, on leur fouette même une bonne année. Ou un slogan pour dire que oui, les femmes saoudiennes ont aussi leur mot à dire. Au rythme d'un mot par mois, certes, mais c'est déjà mieux que rien. En revanche, si le temps de la campagne de pub auprès de l'opinion française, on pouvait mettre la rédaction de Mediapart en prison. Ça faciliterait le boulot, merci. Suivons cela de près, parce que si une boîte de com réussit à rendre l'Arabie Saoudite populaire, ça veut dire que d'autres n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour Francis Lalanne et François Hollande. Charline Vanhoenacker, merci. Un tout petit mot de météo, Stéphanie. La recherche, elle est tellement énorme. On a aussi cherché les noms qui pouvaient correspondre à des milieux où on sait qu'il existe de la corruption. Malheureusement, aujourd'hui, on le sait avec l'affaire de la FIFA, le football est concerné par la corruption. Donc tout naturellement, nous avons entré ces noms et nous avons obtenu des résultats. C'est ce que vous nous avez expliqué en coulisses. Vous nous avez dit on a tapé toute une sorte de nom. C'est-à-dire que plein de gens, vous avez tapé les noms. Est-ce que le nom existe ou pas? Votre nom a été tapé. Mon nom a été tapé, bien entendu. Le nom de vos actionnaires du monde. Le nom de nos actionnaires a été tapé. Nous avons tapé beaucoup de noms. Et parfois, nous avons eu des réponses. C'est comme ça qu'on cherche dans une base de données aussi large. 1000 noms de Français vont sortir, comme le milliardaire Patrick Drahi, Patrick Balkany également sont cités. Des personnalités comme Pedro Almodovar. 12 chefs d'État dont 6 sont en exercice. Oui. Le Premier ministre islandais qui risque de démissionner dans les prochaines heures tellement l'onde de choc est immense. Et puis Vladimir Poutine. Poutine est-il impliqué directement dans cette affaire-là ? De combien d'argent s'agit-il? Est-ce que c'est des prête-noms? Comment ça se passe? Alors ça porte sur plusieurs milliards, 2 milliards au minimum. Il n'est pas impliqué absolument directement, mais ce sont des tellement proches de lui, notamment c'est son ami d'enfance, son meilleur ami, Monsieur Roldulgin, qui lui a ouvert plus de 7 sociétés offshore. C'était un ami musicien, c'était à l'époque où il était à Saint-Pétersbourg. Il a ouvert 7 sociétés offshore, il a dit pendant longtemps qu'il n'était pas très riche, Monsieur Roldulgin, et puis on s'est rendu compte que sa fortune est en fait immense, entièrement cachée dans des paradis fiscaux. Et tout ça est le produit de la... En quoi, si c'est son meilleur ami, lui est impliqué ? En fait, on se rend compte que M. Roldulgin a profité d'un certain nombre de ventes, de reventes, d'entreprises d'État qui ont arrosé en quelque sorte la plupart des proches de M. Poutine. Donc M. Poutine ne le dément pas. Mossack Fonseca reconnaît que ce sont des données absolument authentiques. Vous lui avez parlé, vous, au lanceur d'alerte? Non, on se fait confiance, on respecte le secret des sources de nos confrères et donc il n'y a que la Süddeutsche Zeitung qui a eu affaire à lui. Alors, avant de sortir les noms, d'abord sur un niveau plus large, quels enseignements on peut tirer de cette enquête-là? D'abord, ce qui est hallucinant, c'est qu'on voit bien que malgré les lois sur la transparence, malgré la collaboration de plusieurs pays d'ex-paradis fiscaux, eh bien, ça reste toujours très facile, quand on est très très riche, de planquer son argent. Ah oui, ça reste d'une facilité biblique. Il suffit de faire appel à Mossack Fonseca qui assure tous les services. On a interrogé un opposant là-bas au Panama qui dit assez simple, pour le blanchiment, Mossack Fonseca fait tout. Ils lavent, ils blanchissent, ils sèchent, ils repassent, ils font absolument tout. Il suffit de s'adresser à eux. Et Mossack Fonseca, ce qui est fascinant, c'est qu'ils savent à chaque moment des dernières années où domicilier le plus facilement possible les comptes offshore, dans quel paradis fiscal c'est le plus simple, dans quel paradis fiscal on va échapper aux sanctions qui ont pu être mises en place à certains moments. Donc ils s'adaptent. Effectivement, ils s'adaptent. C'est-à-dire quand ça marche plus aux îles Vierges, on va aux Seychelles. Quand ça marche plus aux Seychelles, on va au Panama. Il y a une géographie mouvante. C'est vraiment la face sombre de la globalisation. Voilà, exactement. C'est le revers de la mondialisation, c'est-à-dire qu'à tout moment, selon les sanctions qui sont prises, on sait dans quel pays aller. Ça passe des îles Vierges aux Seychelles. Effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt le Panama et Dubaï. On s'adapte aux réglementations. Et ce qui fait dire aujourd'hui qu'il faut impérativement ne laisser aucune zone sombre, aucune zone noire. Et le Panama est la pire des zones noires actuellement. Vous dites qu'il y a toutes sortes d'argent, du noir, du gris, du blanc, du légal, du pas légal, du blanchiment, de la corruption, de l'argent des dictateurs. Il y a toutes sortes d'argent qu'on trouve dans ce pays-là. Tout est mélangé. Il peut y avoir effectivement du offshore légal pour financer des grands projets de développement internationaux. Il peut y avoir le produit de la fraude fiscale. Il peut y avoir le produit du vol des peuples par des despotes, des dictateurs. Et on a cité et on
on en citera plusieurs exemples. Il peut y avoir évidemment le produit de la fraude fiscale. C'est une des grosses ressources de Mossack Fonseca. Alors les noms, Jérôme Féonuglio, les noms. Vous allez feuilletonner les noms, sortir les noms au fur et à mesure. Il y en a déjà qui sont sortis hier soir, d'autres ce matin vont sortir tout au long de la semaine. On va commencer d'abord, premier nom sorti avant de parler des chefs d'État. Le monde du football est éclaboussé. Lionel Messi, la superstar du Barça, mais aussi Michel Platini et l'ex numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valk. De quoi sont-ils soupçonnés ? Ils sont soupçonnés chacun d'avoir ouvert des comptes grâce à l'entremise de Mossack Fonseca. L'un, en l'occurrence Jérôme Valk, pour acheter un bateau. L'autre, Michel Platini, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a ouvert un compte pendant plusieurs années chez Mossack Fonseca. Et quant à Lionel Messi, attendez, il on ne était sait connu. pas, Platini, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on sort son nom en pâture, mais on ne sait pas, parce qu'on voit son nom sur le listing, on ne sait pas de quoi il s'agit. On ne sait pas par rapport à Jérôme Valk, dont on sait que ça a servi à financer un yacht et qu'il le reconnaît. Michel Platini n'a pas souhaité nous répondre. Il nous dit que le fisc suisse, il est résident suisse, est au courant, donc il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Donc on ne connaît pas le but dans lequel ce compte a été ouvert. Lionel Messi. Lionel Messi, alors ça, on sait en revanche qu'il est en délicatesse avec le fisc, notamment espagnol, depuis pas mal d'années. Il est apparu que, en fait, il avait ouvert ce compte dans offshore à partir du moment où le fisc espagnol commençait à lui demander de l'argent, une somme très précise. Donc on peut penser seulement, ce sont des soupçons, qu'il y a eu un mouvement de va-et-vient, de protection d'un certain nombre d'avoirs qu'il a pu avoir. On a cherché ces noms du football, pas pour forcément stigmatiser les footballeurs, mais c'est simplement que dans cette base de... Sur France Inter. Le directeur du journal Le Monde est votre invité, Léa Salamé. Bonjour Jérôme Féonuglio. Bonjour. Sale temps dans le ciel des très riches du monde entier. Panama Papers, c'est le nom de code de l'enquête impressionnante que sort en France le journal Le Monde. Des révélations sidérantes d'abord par leur ampleur. Ah oui, c'est gigantesque. C'est un peu comme si l'investigation basculait tout d'un coup dans le big data, avec un nombre de données absolument incroyable. C'est 1000 fois plus que ce qu'on avait pu récupérer à l'époque de Julian Assange et de Wikileaks. On a pu mettre la main avec cet énorme leak sur plus de 7 millions, même de 12,5 millions de données, de documents de tout type. Ça peut être des mails, ça peut être des immatriculations de sociétés. Tout ça nous vient d'une société panaméenne qui s'appelle Mossack Fonseca et dont le travail est d'immatriculer, de domicilier les personnes qui veulent créer des sociétés offshore, mais d'assurer tout le service, c'est-à-dire également de créer toutes les conditions de l'opacité de ce système, de cacher les gens. Des millions de données bancaires, de numéros de compte, de mails. C'est une enquête qui porte sur 40 ans, de 1976 à 2016. C'est immense. Vous avez tout. Vous, Le Monde et une centaine de journaux internationaux. Mais à l'origine, qui a eu l'info ? Alors, c'est un lanceur d'alerte dont nous ne connaissons pas, nous respectons le secret des sources. C'est un lanceur d'alerte qui a contacté le journal allemand, la Süddeutsche Zeitung, et qui lui a proposé cet énorme lot de données. Il ne l'a pas fait par goût de l'argent, ce n'est pas mercantile comme démarche, il l'a fait pour donner l'alerte. Et nous avons pu vérifier avec la Süddeutsche Zeitung, puis avec l'ICIG, le consortium de journalistes internationaux qui mène cette opération, nous avons pu vérifier que ces données étaient absolument authentiques. Aujourd'hui, d'ailleurs, Mossack Fonseca, manière ou d'une autre, concerné par ses ventes, ses reventes et par l'enrichissement de ses amis personnels. Ce matin, Jérôme Féonuglio, vous nous révélez en exclusivité le nom d'un autre chef d'État impliqué dans le Panama Papers. Il s'agit de Bachar el-Assad. De quoi s'agit-il précisément ? Alors en fait, on se rend compte que on le sait depuis longtemps, l'économie syrienne est mise en coupe réglée depuis longtemps par le régime Assad. Et on se rend compte que le grand argentier, qui est aussi un cousin de Bachar el-Assad, qui s'appelle Armin Marlouf, en fait, a ouvert des comptes avec Mossack Fonseca, des comptes offshore, et qu'il a donc protégé une immense fortune là-bas sur place. Il l'a fait alors qu'il était visé par des sanctions américaines. Mossack Fonseca, il ne voulait même pas tenir compte des sanctions américaines. D'autres entreprises syriennes ont elles aussi, depuis, pour contourner les sanctions internationales, ouvert des comptes chez Mossack Fonseca. Le député Les Républicains ce matin, Thierry Mariani, s'interroge pourquoi il n'y a pas d'Américains dans les premiers noms de liste cités. Ça se passe au Panama, il n'y aurait aucun Américain cité, bizarre, dit-il. Alors il va peut-être y avoir des noms d'Américains qui vont sortir. Attention, ça n'est pas un tableau exhaustif de ce qu'est aujourd'hui la fraude fiscale et de ce que sont aujourd'hui les paradis fiscaux, loin de là. Il peut y avoir d'autres sociétés d'immatriculation. Les Américains vont peut-être passer par d'autres sociétés. Alors on verra s'il y a des noms d'Américains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, Le Monde révèle le nom d'un grand parti politique français, dont on ne donnera pas le nom. Grand parti national français. Absolument. Vous révélez le nom. Merci à vous, Jérôme Féonuglio, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Parti national, un parti national. Merci Léa Salamé, il est 8h moins 3. Le 7-9
sur France Inter. Charline Vanhoenacker, l'Arabie Saoudite souffre d'une mauvaise image auprès des Français. La pétromonarchie a donc engagé 2 boîtes de communication parisiennes pour redorer son blason. En Arabie Saoudite,